Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Les titres. Promouvoir l'égalité du sexe et les droits des enfants dans les familles contemporaines, c'est sous ce thème que la journée internationale des familles a été célébrée ce vendredi en Guinée. Une journée pour permettre aux décideurs de se pencher sur les problèmes de famille, celui de base de la société. Un service national des sols est inauguré ce vendredi à la coopération marocaine. Également, nous irons faire un tour à Mamou. Là-bas, 80 filles appelées mères sont encadrées par le groupe des Amis du Monde, apprenant pas mal de métiers pour subvenir à leurs besoins. Encore une fois, bienvenue à tous. Comme annoncé, inauguration ce vendredi du service national des sols à la carrière. Réhabilité et équipé grâce à la coopération guinéo-marocaine, le Sénasol va désormais être plus opérationnel dans la planification des projets de développement rural. Aguirre-Tsoba. Après des années dans les oubliettes, le service national des sols, créé en 1976, renaît de ses cendres grâce à l'accord signé avec le Maroc en mars 2014. Le Sénasol vient d'être rénové et doté d'équipements modernes. Une rénovation qui va permettre au Sénasol d'être plus opérationnel sur le terrain et apporter un plus aux prochaines campagnes agricoles. Malgré les acquis et l'existence d'un potentiel humain important, compétent d'alors, le Sénasol n'a cessé de rencontrer d'énormes difficultés pour son fonctionnement, ce qui l'amena à traverser une longue période de passage à vide. Aujourd'hui, grâce à la ténacité de son Excellence Madame la Ministre de l'Agriculture et à la coopération marocaine, le Sénasol est en train de renaître de ses cendres pour jouer pleinement son rôle aux côtés de ses pairs dans le développement de l'agriculture guinéenne, dont les principaux objectifs sont la sécurité alimentaire et la conquête des marchés. Un des maillons importants du développement agricole, c'est une bonne connaissance de nos sols, de nos terres. Et ce laboratoire a pour attribution et fonction régalienne de nous aider à mieux comprendre nos sols pour une meilleure prise de décision, pour accompagner nos choix stratégiques de développement de filières. Nous pouvons nous dire qu'en Guinée, on a de l'eau, on a de la terre et que tout pousse. C'est vrai, mais d'un autre côté, c'est beaucoup plus complexe que ça. Outre la réhabilitation des locaux du Sénasol à Conakry et à Kindia, le Maroc appuie aussi techniquement son personnel et assiste à l'élaboration et à la mise en œuvre de la carte de la fertilité des sols et à l'organisation de la caravane agricole qui sera lancée le 16 mai à Kindia. Est-il nécessaire de rappeler que le Royaume du Maroc est aux côtés de la République sœur de Guinée en toutes circonstances, Excellence Monsieur le Premier ministre, et notamment pour relever ensemble cet important défi que représente le développement agricole et qui constitue un facteur important de paix et de stabilité. La présente cérémonie d'inauguration du service national des sols, équipé d'un laboratoire fixe moderne, de 2 véhicules de terrain et d'un laboratoire mobile sur porteur offert par le Royaume du Maroc. À cela s'ajoutent les nouveaux équipements de laboratoire des sols destinés à l'Institut de recherche agronomique de Guinée, installé au centre de Floya à Kindia. À travers ces actes posés, fruits de la coopération sud-sud avec le Maroc, nous souhaitons exprimer, au nom de son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, toute notre profonde gratitude à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Cette caravane agricole permettra aux paysans très attendus à Kindia de pouvoir mieux gérer leur sol. Qui peut être officier de la police judiciaire et comment doit-il s'habiller? Ces questions étaient au menu d'une rencontre jeudi à Conakry entre magistrats de parquet et les OPJ. L'objectif visait à harmoniser les relations professionnelles afin de lutter contre les abus sur la chaîne pénale. Falidi Lavouye. Les officiers de police judiciaire et magistrats parquetiers à l'école pour une humanisation du droit en Guinée. Plusieurs thèmes ont été épluchés par la famille judiciaire. Le premier, c'était l'habilitation. Dire aux officiers de police judiciaire ce que c'est que l'habilitation. L'habilitation commence quand? Ça s'adresse à qui? Qui est autorisé de donner l'habilitation? L'officier de police judiciaire, ce sont les officiers de police et de gendarmerie qui ont un certain niveau de grade et ils sont affectés à ces fonctions-là. La loi dit, même s'ils sont affectés à ces fonctions-là, pour exercer la fonction d'officier de police judiciaire qui les permette
d'interpeller un citoyen, l'entendre sur procès verbal, le priver de sa liberté, il faut qu'il soit habilité par un acte du procureur général. Les échanges ont permis de diagnostiquer plusieurs défaillances. Ce qu'on constate aujourd'hui dans certains commissariats, dans certaines gendarmeries, c'est que chaque porteur d'uniforme se croit officier ou agent de police judiciaire. Alors que le texte est très clair là-dessus. Pour être officier de police judiciaire, il y a 3 conditions. Il faut être bien sûr sur une liste qui est définie par le code de procédure pénale. Il faut être dans un emploi qui implique l'exercice d'une mission de police judiciaire. Et enfin, il faut avoir l'habilitation. Les participants sortent édifiés. Ils s'engagent à améliorer leur service quotidien. À rassurer monsieur le procureur général que ces recommandations au cours de ces rencontres nous rappellent des cours déjà qu'il a donnés dans les écoles de gendarmerie. Il peut entièrement compter sur nous. Pour Maître Mohamed Traoré, il n'est donné à n'importe quel policier ou gendarme de mettre un citoyen en prison. Le bâtonnier de l'ordre des avocats soutient que quand un citoyen est interpellé pour avoir commis une infraction, automatiquement l'officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République pour éviter, dit-il, de cautionner un quelconque abus. Dans cette édition également, enfin, les travaux des infrastructures militaires sont relancés, gelés depuis 2010. Ces chantiers ont été repris ce vendredi par les entreprises contractantes en présence des autorités militaires. Les travaux devront durer 16 mois. Beno Marcila. Lancés en tout début de la transition, ces travaux ont été victimes de vandalisme même de certains ayants droit. Les chantiers ont été donc gelés par les autorités en 2010. C'est ce vendredi 15 mai 2015 que ces différents chantiers d'infrastructures militaires ont été relancés sur la base des difficultés liées à la disparition des matériaux de construction et de travail. Mais les entreprises contractantes, Djoumandé et Frères, Simec et Guico Press rassurent de les surmonter et d'exécuter les travaux dans les normes. Tous ces ouvrages reprennent sur la base de certaines difficultés, comme par endroit, beaucoup de détérioration de certains travaux et des disparitions de matériaux de construction, de matériel et d'équipements de travail. Nous avons pris bonne conscience de ces difficultés qui sont inhérentes à notre métier et vous assurons de les surmonter pour une reprise effective des activités sur l'ensemble des chantiers. La consistance des travaux et les caractéristiques techniques des ouvrages prévus sur chaque site sont définis dans le contrat et seront exécutés selon les règles de l'art. À la cérémonie de relance des travaux, le ministre délégué à la Défense nationale a rappelé le principe militaire aux employés, celui de l'interdiction de la grève dans leur chantier. Tous les travailleurs qui vont être engagés ici sur ce chantier et sur d'autres chantiers, en les exhortant à fournir le meilleur d'eux-mêmes. Ici, dans nos chantiers, il n'y a pas de grève. Même si vous êtes soumis aux lois et règlements en vigueur en Guinée, mais il s'agit des forces armées. Ici, vous posez vos problèmes et on tente de les résoudre. Les travaux d'achèvement concernent les régions militaires de Kankan, Labé, Kindia et Zirekouré, les bataillons autonomes de Boké, Mamou, Farana et Gekedou, les compagnies militaires de Kissidougou, Tougué, Fria, Dingirai et Senko, le camp maritime de Somfonia, l'école militaire de Manéa, l'école de la gendarmerie de Somfonia, l'infirmerie et l'imagerie du bataillon du quartier général BQG, la base aérienne de Yimbaya et le camp Alpha Yaya Diallo pour un délai d'exécution de 16 mois. L'information, c'est aussi le bureau d'études et d'évaluation environnementale qui a reçu ce vendredi des équipements et kits d'analyse environnementale. Ces équipements sont destinés pour la sécurité des travailleurs. C'est un geste du projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier. Sayo Djoubati. Ce sont des équipements de caractérisation des eaux, de l'air et du sol, de protection individuelle et des cantines avec mousse pour assurer la protection des équipements fragiles qui ont été remis au bureau d'études et d'évaluation environnementale. On a estimé que c'est vrai, il faut des cadres formés pour faire marcher les choses, mais aussi il faut les équiper. Il faut les donner les moyens de leur politique. C'est dans ce sens que le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, à travers ce bureau guinéen d'études et d'évaluation, a exprimé le besoin de trouver des équipements performants et modernes
pour permettre le suivi des plans de gestion environnementale. Conscient de l'enjeu fondamental que représente le secteur de l'environnement, le chef de cabinet du ministère des Mines souhaite une bonne utilisation de ces équipements. J'ose croire que les engagements pris par les différents responsables du ministère de l'Environnement seront appliqués et que la population à la base y est en fait l'élément clé de notre politique pourrait trouver leur solution grâce à une utilisation judicieuse de ces moyens mis à disposition. Ces équipements mis à la disposition du Bureau d'études et d'évaluation environnementale reconfortent le BGEE dans sa dynamique. Pour le directeur général du Bureau d'études et d'évaluation environnementale, ces équipements sont d'une importance capitale. Il est évident que ces kits d'analyse viennent perfectionner notre système d'évaluation de la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale et vient renforcer également notre capacité technique. Et si notre système d'évaluation de la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale est amélioré, il est évident que cela est rassurant pour les investissements miniers et c'est rassurant également pour les investisseurs miniers. Le coût total de ces équipements s'élève à plus de 761 millions de francs guinéens. Conférence de presse de l'ambassade de France en Guinée ce vendredi à la Maison commune des journalistes à Koleya. Toile de fond, la rencontre de Paris sur le climat et les enjeux environnementaux en Guinée qui doit se tenir en décembre prochain. Marie-Chela Fofana pour le compte-rendu. En décembre prochain va se tenir à Paris la COP21, une conférence mondiale sur le climat. Cette conférence va être l'occasion pour les pays participants d'identifier des points de convergence en vue d'un accord ambitieux, ce dans le but de contenir le dérèglement climatique dans la limite de 2 degrés Celsius. Le but de la COP21 est d'obtenir que tous les États, et j'insiste, tous les États et groupes d'États, parce que ça inclut aussi l'Union européenne, tous les États se mettent d'accord pour prendre des engagements précis et contraignants afin de limiter la hausse moyenne des températures à 2 degrés centigrades d'ici la fin du siècle. Pas plus. C'est un pari, il est ambitieux, mais nous pensons qu'il sera tenu. Le réchauffement climatique est un phénomène qui intéresse tous les pays et la Guinée se trouve y être fortement exposée. La Guinée est un pays particulièrement exposé aux conséquences du changement climatique. Premier phénomène, l'érosion côtière. Autre domaine dans lequel la Guinée est aussi fortement exposée aux conséquences du changement climatique, la désertification ou en tous les cas la déforestation. Outre ces aspects, la prolifération des sacs plastiques constitue aussi un danger pour l'environnement. C'est effrayant quand on vient à Conakry de voir tous ces sacs plastiques qui traînent. Mais je sais, c'est pas à vous que j'ai besoin de l'apprendre, vous connaissez le sujet beaucoup mieux que moi. Qui dit prolifération des sacs plastiques dit dissémination de particules de plastique qui vont se déchirer, qui vont devenir de plus en plus petites et qui vont finir dans la chaîne alimentaire. Donc ils vont dégrader la qualité de la chaîne alimentaire, c'est vrai pour la nourriture, les nourritures de la terre, c'est vrai aussi pour les poissons, parce que les poissons finissent par ingérer des microparticules ou des nanoparticules de plastique. Le phénomène du réchauffement climatique est donc une réalité en Guinée. L'ambassadeur de France chargé des négociations sur le climat en Afrique se dit optimiste après les différents entretiens qu'il a eus avec les autorités guinéennes pour la lutte contre ce phénomène. D'une rencontre à une autre, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a rencontré jeudi les imams des 5 communes de la capitale au centre islamique de Conakry. Initié par le secrétariat général aux affaires religieuses, il était question de sensibiliser et de rappeler aux imams leur rôle dans le maintien de la paix et de la quiétude sociale en Guinée. Sonti Souari Soma. C'est dans le souci de renforcer la quiétude sociale que le secrétaire général aux affaires religieuses a réuni ce jeudi tous les imams de la capitale. Venus très nombreux, ils ont promis de transmettre les messages reçus dans les mosquées respectives. Dans chaque mosquée, entre le crépuscule, après la prière de crépuscule et l'Isha, il y a la sensibilisation. Chaque imam fait la sensibilisation pour préserver la paix.
Nous les appelons autour d'une table. Nous les obligeons à parler entre eux, à préserver la paix. Le secrétaire général aux affaires religieuses a demandé aux imams d'être au service de la nation en prônant la paix et l'unité nationale avant de s'exprimer sur la probable absence encore de la Guinée cette année en Arabie Saoudite à cause d'Ebola. On n'a jamais reçu une lettre. Moi, je reçois toutes les correspondances qui me parviennent de l'Arabie Saoudite, comme les autres pays. Comment il faut organiser le pèlerinage, comment il faut réussir dans le pèlerinage. On n'a pas réussi ça d'abord. On n'a pas réussi ça. Et l'Arabie Saoudite compte beaucoup sur nous pour le pèlerinage cette année. Notre préoccupation nationale aujourd'hui, c'est la lutte contre Ebola. Si Ebola est vaincu en Guinée, la Guinée pourra aller au pèlerinage. Le Premier ministre Mohamed Said Fofana lui a remercié les organisateurs et a invité les imams à prêcher la bonne parole aux fidèles musulmans du pays. Nous les avons remerciés pour avoir initié cette rencontre et en leur demandant de se déployer dans le pays, aller dans toutes les communes et prêcher la bonne parole. Alors en attirant leur attention sur le fait qu'eux-mêmes, ils sont des acteurs majeurs de la société à travailler pour l'unité nationale, pour renforcer le tissu social, conformément aux attentes des populations. La rencontre a pris fin par des prières et bénédictions pour la paix et la culture sociale dans le pays. La sensibilisation sur Ebola pour une désintoxication des écoles se poursuit. Après le groupe scolaire Saint-Joseph de Cluny, l'équipe conduite par Sidiki Touré était jeudi à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry pour véhiculer leur message de protection contre le virus Ebola dans les milieux scolaires et universitaires. Manian Kondé pour plus de précision. Même si l'on peut se féliciter des efforts fournis par les autorités, les partenaires et les citoyens pour réduire le nombre de cas d'Ebola à Conakry et dans le pays, la lutte devrait être poursuivie pour pérenniser cet acquis. C'est dans ce cadre qu'une équipe de sensibilisation était ce jeudi à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. L'objectif visé est de faire de ces futurs cadres des ambassadeurs de la lutte contre Ebola dans leurs familles respectives. Il y a environ 1 400 000 élèves et étudiants en Guinée. Je les charge de la mission de désintoxiquer les populations pour leur dire que ce n'est ni la Croix-Rouge guinéenne, ni le gouvernement guinéen qui a envoyé Ebola là-bas à Sierra Leone, au Libéria, et encore moins au Congo en 1976. Inch'Allah, nous dirons adieu à Ebola très bientôt. Pour porter ces messages plus haut, l'astrologue Sidiki Touré est passé dans plusieurs salles de classe. Une réjouissance pour les responsables de Gamal Abdel Nasser. Ils estiment que cette sensibilisation viendra compléter les dispositions déjà prises. Donc, si M. Sidiki est dans nos murs aujourd'hui, je pense que, étant expérimenté dans cette situation, il pourra trouver des mots qu'il faut pour, disons, faire sensibiliser tous les étudiants. On ne ferait que le saluer cette initiative qui est utilisée par un astrologue compétent. Et c'est que les mythes qui sont autour de l'Ebola vont être traités. Dans les prochains jours, une conférence de presse est prévue pour une plus large sensibilisation. Santé toujours. 2014 sur l'état de la pratique sage-femme a été officiellement rendu public ce vendredi et remis au ministère de la Santé. Il porte sur 100 pays dans le monde, dont 40 en Afrique, y compris la Guinée. Ce rapport démontre que la Guinée a fait des progrès malgré l'insuffisance des sages-femmes dans les centres de santé. Maurice Libé. Un rapport d'une cinquantaine de pages qui fait l'état des lieux sur la situation des sages-femmes dans le monde. Il permettra également de renforcer une meilleure compréhension entre les instances gouvernementales et leurs partenaires. Le rapport a démontré que 92% des décès maternels, décès des femmes et néonatales, se font dans les 73 pays. Ces 73 pays enquêtés ne disposent que de 42% des sages-femmes. Vous voyez le paradoxe. Ce rapport démontre le progrès fait par la Guinée en matière de réduction de la mortalité maternelle et infantile. En 2005, 980 décès maternels enregistrés et 727 en 2012, soit une réduction de 4% par an. Le pourcentage de réduction en Guinée est de 4% par an. Vous avez vu dans le rapport, le taux de décès maternel était de 980 en 2005
Et en 2012, nous sommes à 724 décès maternels, ce qui fait une réduction de 30%. Le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA a mis l'occasion à profit pour offrir des équipements sanitaires aux sages-femmes. Ceci pour faire la réduction de la mortalité maternelle et infantile une réalité dans le pays. Le recrutement officiel de sages-femmes, 50 sages-femmes, une équipe de coordination de ces sages-femmes qui vont donc être déployées dans les 25 centres de santé. Ce document fait des recommandations aux 73 pays où l'enquête a été réalisée. Pour leur suivi, un contrat a été signé entre les sages-femmes et le ministère de la Santé. L'objectif du contrat est qu'elles restent à leur poste et qu'elles travaillent comme c'est demandé. Et que le ministère aussi leur accorde le soin qu'il faut, l'appui qu'il faut. L'élaboration d'un plan de développement de la santé et le recrutement de 2000 agents de santé sont en cours, a précisé le directeur national de la santé, de la famille et de nutrition. Autre titre de cette édition, instituée le 20 septembre 1993 à la suite de l'Assemblée générale de l'ONU, le 15 mai de chaque année a été choisi comme journée internationale des familles. Cette 21e célébration reflète l'importance que la communauté internationale attache à la famille, cellule de base de la société. En Guinée, c'est sous le thème promouvoir l'égalité du sexe et les droits des enfants dans les familles contemporaines que la journée a été célébrée. Nabi Kamara, Abakar Sidikimane. Conformément au paragraphe 3 de l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la famille constitue l'élément naturel et fondamental de toute société humaine. 21 ans après la Déclaration des Nations Unies, il apparaît nécessaire de faire le point des décisions prises et des actions menées en faveur de la famille. Dans ce contexte, pour un pays comme la Guinée, le repositionnement de la famille s'impose. Les familles en Guinée, vraiment, il faut nécessairement comprendre beaucoup de dispositions. Pour les familles, quand on entend une famille, c'est la source du monde. La famille, c'est la source de l'environnement. La famille, c'est le peuple. La famille, c'est le pays, le développement du pays. Convaincu que la famille est un vecteur de promotion de l'amour, de l'amitié, de la tolérance et de la transmission des valeurs, l'Organisation des Nations Unies a choisi cette année de promouvoir l'égalité des sexes et le droit des enfants des familles. Et tous ces droits restent aujourd'hui bafoués en Guinée pour cette famille. Le droit des enfants n'est pas respecté parce que nous avons beaucoup de victimes et beaucoup d'anomalies et beaucoup d'infractions qui ne sont pas vraiment respectées envers les enfants. Et en ce qui concerne les femmes, les femmes sont marginalisées parce que le débat du développement du pays en avant doit commencer par la base. La base, c'est les femmes rurales. Normalement, c'est les femmes rurales-là qu'on doit écouter et qu'on doit faire parler. Cette journée internationale des familles, célébrée en ce 15 mai 2015, est aussi une occasion de mettre en relief la solidarité qui unit ces différentes familles dans leur recherche d'une meilleure condition de vie. Direction l'intérieur du pays, plusieurs filles en situation difficile appelées filles mères sont encadrées à Mamou par le club des Amis du Monde. Au nombre de 80, les unes apprennent le maraîchage et la polyculture et les autres pratiquent la plomberie et l'électricité. Reportage Mamadou Dekane. Elles n'ont pas été scolarisées ou elles ont abandonné les études pour diverses raisons. À Mamou, une seconde chance est offerte à ces filles nécessiteuses par le club des Amis du Monde qui leur donne un métier. Il y a certaines non scolarisées, il y a d'autres qui n'ont pas eu la chance de faire les études, des filles vulnérables. Par exemple, ceux qui n'ont pas eu la chance de pousser un peu les études, elles sont orientées à l'ENATEF. Ceux qui ont fait jusqu'en 6e, 7e et 8e année, nous avons ramené au niveau de plomberie et l'électricité. C'est ici, à l'École nationale des eaux et forêts de Mamou et Natef, qu'un groupe de filles évolue. Au nombre de 45, elles apprennent l'arboriculture, la floriculture et le maraîchage. On est venu ici pour faire des pratiques parce que rester à la maison encore, seul, sans faire quelque chose, c'est pas bon. Maintenant, on a dû venir ici pour faire quelque chose, pour que demain, on puisse réaliser encore, aider mes parents. J'ai étudié, mais le fait que je suis tombée enceinte, ça qui a gâté mon étude.
Maintenant, j'étais à la maison, mais je n'étais pas d'accord avec mes parents. J'avais beaucoup de difficultés en famille. Mais depuis que je suis rentrée dans ce projet pour travailler, ça va un peu entre moi et mes parents. Et celui-là aussi, je suis les formations très bien. Dans les alvéoles, les filles-femmes plantent des fleurs et des arbres fruitiers et elles se font des revenus pendant la transplantation. À l'âge de la transplantation, les amateurs viennent demander, ils peuvent acheter, envoyer. On peut envoyer sur place, planter par nos apprenants. Ils suivent et ils sont payés. À partir de là, ils trouvent une ressource d'argent. Le second groupe de filles, une trentaine, pratique la plomberie et l'électricité au centre de formation professionnelle. Le projet qui prend en charge ces filles a une durée de 15 mois. Il est appuyé par une ONG canadienne. Volet culture à présent, tenu jeudi d'une conférence de presse de l'artiste Soul Banks à la Blue Zone de Kaloum. À l'ordre du jour, la participation de l'artiste à la finale du concours international Impulse Hit qui se tiendra le 31 mai prochain à Paris en France. Marie-Sheila Fofana signe ce compte rendu. Le R&B boss guinéen va représenter son pays à la grande finale du concours international Impulse Hit en France, un concours exclusivement dédié à la promotion de la culture afro-caribéenne. Ce concours, je dirais que c'est une occasion pour la Guinée de faire croire au monde entier ou de faire comprendre au monde entier que le jeune Guinéen est capable de faire quelque chose de grand. Vous voyez, non? Et je le prépare très bien. Déjà, on a contacté les musiciens à Paris avec lesquels on va enchaîner les répétitions pour le concours. Machallah, par la grâce de Dieu, on espère être vainqueur. La Guinée est en lice avec 9 autres pays grâce à la voix d'or de Soul Banks qui a terminé deuxième sur 70 candidats lors de la première phase de ce concours. Malgré cette prouesse, l'artiste n'a reçu aucun soutien des autorités du département de la culture. Voilà qu'il n'y a pas assez de soutien, mais nous ça ne nous décourage pas. Tout compte fait, quand vous avez envie de faire les choses, vous allez jusqu'au bout, vous n'attendez pas de l'aide de quelqu'un parce que ici, si vous attendez toujours les choses de quelqu'un, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Donc là, on a préparé tout ce qu'il y a et si tout va bien le vendredi, on va bouger grâce à l'aide de la Blue Zone qui nous prend déjà les billets. Soul Banks va défendre les couleurs guinéennes et tenter de remporter la finale de la première édition du concours international Impulse Hit le 31 mai prochain en France. Maturina nara, let it be in Wally Fin, a Siggy Safe, let it be in Wally Fin, se belly tife, let it be in Wally Fin, Manaran Fe, yeah. Enfin, les 10 finalistes de la compétition de chant Guinée Star sont connus. C'est au terme de 2 jours de casting, dont la dernière journée s'est déroulée jeudi dans les locaux du groupe Évasion Guinée. Cette initiative du label Tenkiso Record, en partenariat avec la télé Évasion Guinée, vise à dénicher les talents, les former et les produire. Compte rendu Abdraman Ba. Pascal Bamba alias Pin Twins arrive leader parmi les 10 artistes en herbe retenus après le casting. Au milieu d'une centaine de concurrents, le jeune artiste spécialiste en rap a impressionné le jury par ses prestations scéniques et son texte. Le plus important c'était la prestation parce que la plupart des candidats étaient bien, chacun a un petit potentiel en lui. Presque tous les candidats étaient bons, mais comme il fallait retenir forcément 5, on a retenu les 5 meilleures prestations. Leader de ce casting, Pin Twins a un rêve qu'il entend réaliser à travers ce concours. Faire du vrai rap à l'image de certains de l'Hexagone. Je veux prouver aux gens aussi qu'on peut bien faire du rap français, parce que je vois que la jeunesse d'aujourd'hui, tout le monde kiffe Black M, Mad Games, voilà. Moi je veux montrer que je peux rester en Guinée et puis faire comme eux. Et puis pourquoi pas les défier, quoi. Les 10 finalistes seront internés et formés par le label Tenkiso Record avant la grande finale. Une finale qui se fera en live dans l'émission télé-réalité Guinée Star. Nous allons essayer de les mettre en internat et les faire répéter. Donc en live parce que maintenant vous savez que dans le monde du showbiz ce n'est plus les CD qu'on vend, donc c'est le concert. Donc il faut préparer les artistes au concert déjà dès le début. Donc c'est ce que nous allons essayer de les faire pendant leur période d'internat. Ils vont répéter les chansons qu'ils vont chanter. Ça ne sera plus 2, ça sera 3 morceaux.
Donc les 3 morceaux vont être suffisamment préparés avant de passer pour le prime à la télé. Une finale qui s'annonce enthousiaste vu le talent des artistes retenus. Mais avant, le président de Tenkiso Record appelle les annonceurs à accompagner l'événement. Nous appelons maintenant tous les annonceurs, tous les opérateurs de la place, de venir maintenant, tous ceux qui ont envie d'afficher leur image à ce que nous sommes en train de faire pour l'émancipation de la culture guinéenne, pour la détection et la professionnalisation de nos jeunes talents. Tous les opérateurs qui veulent accompagner Évasion et Tenkiso Record, ils seront les bienvenus. Qui de ces 10 artistes sera le vainqueur du prix Guinée Star 2e édition? Le suspense commence. Avant de boucler cette édition, l'ancien chef de service génie civil de Fria, décédé le 9 mai dernier à Paris, a rejoint sa dernière demeure ce vendredi au cimetière de Kipé. Le corps de Morikaba a été exposé à la morgue d'Ignace Dine, où parents, amis, collaborateurs lui ont rendu un dernier hommage, puis conduit à la mosquée de Kipé pour la prière avant d'être inhumé. Bernard Koundounou. Arrivé jeudi aux environs de 17h à l'aéroport de Conakry, la dépouille mortelle de Morikaba, décédé le 9 mai dernier à Paris, a rejoint sa dernière demeure ce vendredi au cimetière de Kipé après l'exposition de son corps à la morgue de Ignace Dine, suivie de la prière à la mosquée de Kipé. Parents, amis, proches et collaborateurs, tous étaient venus rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. Je l'ai connu comme un monsieur gentil, qui connaissait très bien son travail et qui aidait beaucoup ses collaborateurs. Je lui souhaite le paradis éternel. Morikaba était le chef service génie civil à Fria. Il s'en va et laisse derrière lui 2 veuves et 10 enfants, tous réunis pour assister aux cérémonies funèbres de leur papa. Nous avons fait 6 enfants ensemble. Mais c'est un homme, un père idéal, un homme qui avait un grand cœur, un homme très charitable, un homme très serviable, toujours disponible. Il a laissé un grand vide derrière lui. Et que Dieu ait son âme, que son âme repose en paix. Tout ce que je peux te souhaiter, papa, c'est de reposer en paix. Et sache qu'on a compris tout ton message avant de mourir. On va prendre bien soin de tes petits-enfants les plus petits, on te le promet, de nos mamans et de toute la famille. Et je prie le bon Dieu, le Seigneur, notre Créateur, d'être avec mon Père, de l'accepter dans son royaume, d'avoir pitié de lui. Après son inhumation au cimetière de Kipé, une lecture du Saint-Coran a été organisée au domicile du défunt pour le repos de son âme. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à tous.